Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Votre émission à la libre antenne pour 2 heures de direct, votre émission parce que c'est vous avec vos témoignages qui la faites vivre, mais aussi tout ce que vous m'adressez m'inspire. Alors ce soir je voudrais vous partager un poème, un texte envoyé par Carmen sur la page Facebook du Week-end, un texte signé Pierre-Albert Jourdan et qui fait écho à mes introductions du week-end dernier et au principe de l'émission. Alors voilà, je vous lis ce très beau texte. Il y a une parole confiée au silence que l'ombre nous transmet, une parole d'effacement qui est parole de tendresse. Peut-être pourrions-nous aussi parler de bonté, l'avis d'ombre sans que soit raturée cette lumineuse coulée qui la contient, mais plus proche de notre dénuement. Je crois à cette parole d'ombre. Elle n'est pas jeu de lumière ou de solitude, mais ce que nous pouvons comprendre d'un dialogue qui se fait, qui se défait en nous, à chaque instant, car nous ne pouvons comprendre que l'ombre, la brisure de l'éclat. Affamés de soleil, de cette lumière violente qui nous pousserait hors des limites, nous sommes pourtant ce versant d'ombre, c'est notre pente. Je crois à cette parole d'ombre. Ma main glisse sur la table, devient multitude de touches impossibles à décrire, pousse la parole à l'impuissance, ombre de l'ombre. Simplement posée là, et quel murmure de sang et d'ombre, quelle certitude de fardeau un instant déposé. Je crois à cette légèreté quand c'est l'ombre qui m'y conduit, passagère, passante, c'est le voile pudique sur la suffisance, la vulgarité. Elle vient ruiner le cri. Elle ouvrira demain mon regard à la lumière et je consentirai peut-être à l'entendre, elle aussi, sans déchirement. C'est la seule leçon, la discrétion de cette ombre qui s'éloigne. Eh bien, on vous souhaite, dans cette émission, d'éloigner vos ombres avec discrétion. Quentin et Corentin accueillent vos appels avec vos ombres et Nicolas Godet met de la lumière dans vos voix. Et vous pouvez apporter votre soutien amical par SMS au 7 39 21, précédé du mot nuit à ceux qui témoignent. 39 21, je vous accueille et vous écoute au micro d'Europe 1. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Eliette. Bonsoir Sophie, merci de me prendre à l'antenne. Et merci à Corentine aussi qui m'a bien accueillie. Alors. Oui. Voilà, j'avais appelé, j'avais fait un mail depuis la semaine dernière, j'ai pas pu passer. Oui. Parce que quand Corentine m'a appelé, j'avais mon ami chez moi. Mm-hmm. Je pouvais pas parler, alors j'étais surprise. En plus, voilà, ça fait longtemps que je suis veuve. Oui. Depuis 2002, ça fait longtemps que j'étais inscrite sur les sites de rencontres. Mm-hmm. Et j'étais un peu dégoûtée. J'ai dit, je rencontre, c'est que des trucs d'un soir. Il y avait le téléphone qui sonne. En plus, mon ami qui m'appelle, je vais pas lui répondre parce que voilà, je sors à côté du téléphone. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Et mettez-le sur silencieux, votre téléphone, sinon. C'est amusant qu'il vous appelle au moment où vous avez envie de parler de lui, c'est ça? Oui, j'ai rien dit. Ah, vous voyez, les synchronicités. Hein, c'est Jung qui nous parle souvent de synchronicité. Comme je dis à Corentin, j'en parle pas parce que c'est pas quelqu'un qui est sur Internet, qui va falloir dire quoi. Hein. Et voilà, comme je vous disais, j'étais inscrite longtemps sur un site de rencontre et c'est que les relations d'un soir, quoi. Hein. Mm. Je rencontrais que ça, je m'enlevais sur les sites, je m'effaçais, je revenais, j'effaçais mes photos et je revenais à chaque fois. À un moment donné, j'ai dit, je vais jouer. Je jouais un peu et puis j'allais par curiosité. Mm-hmm. J'allais par curiosité et puis j'ai dit, j'en avais ras-le-bol, quoi. J'ai dit, j'en avais ras-le-bol de pas avoir quelqu'un, même pas pour vivre avec moi, mais pour avoir quelqu'un pour voir de temps en temps, pour faire un petit bout de chemin ensemble. Mm-hmm. Et voilà, je vais au mois de mars, en début du mois, je ne me rappelle pas trop de la date. Je devais aller passer une mammographie. Oui. C'est Périgueux.
Et mon fils, on sort souvent ensemble. Je vais avec mon fils. Mon fils me dit, on va aller après où il travaille, après Périgueux. Et un magasin, je dis, tu aurais pu y aller de bonne heure, comme ça, pour que je tente. J'avais rendez-vous à 15h30, mammographie. Et puis, j'ai dit, j'avais quelque chose, un bracelet à échanger, je reviens chercher, et puis on repart. Voilà, qu'on repart, on rentre dans le magasin, on est ensemble, après on se sépare. Je cherche, comme j'aime bien les vêtements, je regarde ce que j'ai envie d'un côté et puis de l'autre. Je vois, j'ai pas vu, on sent quand il y a quelqu'un qui vous tourne autour, on le sent. Sans regarder, on le sent bien. Et moi, je tournais. En plus, ce jour-là, moi, j'ai très coquette, j'ai mis des bottes léopard, j'ai mis un peu le manteau un peu léopard quand je sors comme ça. Et la personne me tournait autour. J'ai senti, puis j'ai dit, mais en moi-même, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Je ne savais pas. Et après, il tournait, il me suivait. Et après, il a fait comme s'il touchait un vêtement. Et quand après, il est venu devant moi, il m'a fait bonjour, il a discuté, il a commencé à discuter avec moi. Il me dit, voilà, je préfère comme ça, de visu, comme ça, de rencontrer quelqu'un. Je suis divorcée, j'ai ma femme qui est partie avec une autre femme. J'ai dit, vous savez, c'est des choses qui arrivent, ça, on ne contrôle pas, c'est des choses qui arrivent. J'ai bien parlé avec lui. Et puis, il me montre sa carte. Il est retraité de la SNCF, il me montre sa carte de la SNCF. Et après, j'ai regardé sans regarder. Et après, il m'a donné une carte avec son nom de famille, son prénom et son portable. Oui, il voulait vous montrer qu'il était quelqu'un de bien, qui vous importunait pas comme ça. Voilà. Ouais. Et comme je suis méfiante, je l'ai pris. Je ne savais plus quoi faire. On est passé en caisse, j'avais pas vu. Comme de temps en temps, il y a des choses que je peux dire à mon fils, il me comprend. Il a 31 ans, il me dit non, il me dit maman, tais-toi, parce que la personne était juste devant nous, et il nous a laissé passer. J'ai pris mes affaires, j'ai payé, on est parti. Et justement, je lui ai dit au monsieur, je ne peux pas discuter plus longtemps avec vous, parce que j'ai rendez-vous à 15h30 à l'hôpital, et pour ma mammographie. Il me dit, justement, moi aussi, j'ai rendez-vous à l'hôpital. Moi, c'était à l'hôpital pour passer pour un contrôle, je sais pas trop. Et il me dit, j'étais pressée, je pouvais pas. Et après, j'étais, depuis le temps, Sophie, que ça m'est pas arrivé, je savais plus ce que je faisais, je savais plus où j'étais. Et alors? Ça fait depuis... Oui. Finalement, c'est tout ce que vous espériez qui, tout d'un coup, vous arrive au moment où vous attendiez plus. C'est souvent comme ça. J'attendais plus. Et là, j'ai dit, c'est grâce à mon fils, il a fallu que mon fils me dise, on va dans tel magasin, et pour que ça m'arrive, j'attendais plus du tout. J'attendais... Quand j'y pense, j'ai dit, mon fils, c'est grâce à mon fils, quoi. C'est mignon. Oui. Et alors, après, vous l'avez revu, ce monsieur? Oui. Dès que on est parti faire les courses avec mon fils, et moi, dès que je rentre chez moi, si je passe 1 heure ou 2 à l'extérieur, j'aime bien regarder ma messagerie. Oui. Je regarde ma messagerie et je vois qu'il avait déjà appelé chez moi. Il a déjà appelé chez moi, c'est qu'il voulait venir. Il voulait vite venir, il était pressé, il voulait venir. Oui. Il me dit, j'aurais envie de te voir, tout ça. Il parlait bien au téléphone, je voyais qu'il partait trop vite. J'ai dit non, je partais trop vite. Et moi, après, j'en ai parlé à une amie. Et l'amie m'a dit, j'ai dit, j'aime les hommes qui font 1m80, qui sont un peu forts. Mais lui, c'est pas son cas. C'est pas son cas du tout. Alors, j'ai dit non, j'ai parlé à une amie me dit, mais Iliette, il faut que tu lui dises, c'est pas ton style d'homme, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté l'amie, j'ai renvoyé un SMS, et puis j'ai dit non, t'es pas mon style d'homme, j'ai pas envie de continuer. Et quand j'ai fait ça, après j'avais regretté un peu. Oui, parce que c'est une rencontre, c'est un lien, vous êtes seul, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si à chaque fois on se dit oh ben non, il est ceci, il est cela, si on s'arrête à l'apparence physique sans connaître la personne, bon. Et voilà, moi je suis ronde. Oui, et voilà. Un être humain, c'est pas un objet, c'est pas juste il me plaît physiquement. Ouais. Exactement.
Et j'ai parlé à la copine qui me dit, tu fais comme ça, tu devrais faire comme ça, comme ça. Ouais. Et j'en ai parlé à mon fils. Vous savez, mon fils qui me dit, maman, tu donnes pas de chance aux gens. C'est mon fils de 31 ans qui me dit ça. Il me dit, tu donnes pas de chance aux gens. Oui, il est sage. Et j'ai renvoyé un SMS. Ouais, j'ai dit, je regrette de t'avoir dit ça, tu as été gentil avec moi. Et après, le dimanche, je sais pas, il était parti manger en quelque part. Je suis coquine parce que j'ai fait sonner mon téléphone, fait semblant de sonner mon téléphone. Après, il a vu mon numéro, il me rappelle. Mm-hmm. Il me dit, c'est toi qui m'as rappelé. Je dis, non, c'est pas moi. J'ai menti un peu, je dis, non, c'est pas moi. Et puis après, il a commencé à parler. Et après, c'est comme ça qu'il est venu me voir. Ça fait 15 jours. On se voit, ça se passe très bien. J'ai dit, je vois plus sa grandeur. Même hier, mon fils me dit, tu sais, c'est pas toujours les 1m80 qui font effet. Hein. Oui, c'est pas une histoire que soit, c'est pas la taille, c'est pas le physique, c'est l'être qui compte. Et si vous êtes bien avec. Et donc, vous êtes vu combien de fois où vous en êtes alors, Iliette? Oui. C'est vu 3-4 fois. Il m'appelle matin et soir. Oula. Matin et soir, il aime bien, on s'entend bien. Et vous, ça vous va qu'il vous appelle matin et soir? Vous aimez bien? J'aime bien. Ah, vous aimez bien, oui. J'aime bien. Par contre, j'aime pas appeler, mais j'aime bien quand on m'appelle. Oui, bon, lui, il a compris, ça lui va d'appeler. Oui, ça lui va. Oui. Un jour, il était venu chez moi, là, il vient quand mon fils travaille. Il était venu, et puis comme j'ai beaucoup de vêtements, j'ai un dressing dans une autre chambre, j'ai une grande maison, et un autre côté, je lui dis, ça va coûter cher, tout ça. Ce que c'est, il y en a pour 10 €, il me dit, oh oui, peut-être, un petit peu plus. Et puis il me dit, je t'amène. Alors, il me dit, je t'amène dans un truc de bricolage, il m'a amené. Il me dit, je roule pas trop vite. J'ai dit, non, ça va. Donc il prend soin, il vous demande votre avis, qu'est-ce qui vous va pas. Voilà. En arrivant là-bas, il me dit, j'en ai pas pour trop cher. Elle me dit, je te le paye. Oui, Oui. Et c'est ce qu'il fait, Sophie. Quand il vient chez moi, il m'arrange mes dessous. J'ai horreur de ça. Lui, il me les plie, il me les range. Tout ça. Vous aimez pas qu'il fasse ça? J'ai pas l'habitude, j'ai plus l'habitude d'avoir un homme chez moi. Alors, est-ce que c'est une histoire d'habitude ou est-ce qu'il y a des choses, parce que attention à, voyez, mettez-lui les limites que vous voulez avoir dès le début. C'est-à-dire, s'il y a des choses, là, vous me dites, j'ai horreur de ça, c'est important de lui dire, voilà, j'apprécie ça, j'aime beaucoup, ça, voilà. Mais là, j'aime moins. Là, ça va trop loin. Je lui ai dit, j'aime pas. J'ai dit, j'aime pas quand tu me rends mes dessous. Voilà. Il y en a des sexy, il y en a des pas sexy, j'aime pas. Oui, et puis c'est mon intimité, j'ai pas forcément envie que tu ailles. Oui. Voilà, j'aime pas. Et quand il a mangé ce jour-là chez moi, aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 2 assiettes, il a mis, il me dit, c'est moi qui lave la vaisselle. Il a été les laver, et puis moi j'ai essuyé, il a été le faire. Il me dit, moi, c'est moi qui veux le faire. J'ai dit, j'ai plus l'habitude de ça, j'ai plus l'habitude d'avoir un homme chez moi depuis le temps, et de faire la vaisselle. J'ai toujours eu l'habitude de faire mon ménage, de faire mon manger, de faire mon linge, de faire comme une femme doit faire dans une maison. Oui. Alors, c'est important là, dans ce début d'histoire, Iliette, que vous soyez assez clair avec vous-même sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et c'est-à-dire que oui, d'accueillir l'autre, oui, d'être aidé, que vous appréciez, que vous dites j'ai plus l'habitude, mais ça me fait plaisir. Ou voilà, je dis attention à ce qu'ils ne prennent pas trop d'espace ou trop de territoire. Parce qu'on est dans des histoires de territoire au début. Et que c'est important de lui faire comprendre que voilà, ça oui, mais ça non, de donner, chacun donne un peu son mode d'emploi dans le début d'une rencontre. Oui, et ça, je saurais le faire. Quand il arrive aussi, il pose ses chaussures. J'ai dit non, j'ai dit, tu fais pas comme ça. J'ai dit, tu fais pas comme ça. Quand tu rentres avec tes chaussures. C'est pas... tu es pas sale, et en plus il me convient parce que, comme je dis au départ, j'étais petit, c'est sûr. J'ai dit, mais tu aimes sortir comme moi, tu aimes faire des boutiques, t'aimes rire, t'aimes danser, t'as plein de choses qui me conviennent. J'ai dit, mais il n'y a que ta grandeur que j'aime pas. Sa taille, oui. Sa taille, voilà, sa taille. Et on était assis dans mon salon, il me dit, c'est pas parce que tu me dis ça que je vais partir, hein. Il a peur de rien, là. Il n'a pas froid aux yeux. Oui. Oui, il me dit, c'est pas parce que tu me dis ça que je vais partir. Et en plus, en discutant, au fur et à mesure en discutant,
c'est qu'il connaît. J'ai un fils qui est à son compte, il connaît mon fils. Ah oui. Parce qu'il est dans la même ville, enfin, dans la même région. Oui, il est à 10 km de chez moi. Et comme mon fils, où je suis là, mon fils est à 10 km de chez moi, mon fils, il est connu. Alors, avec le travail qu'il fait, tout le monde le connaît. Et lui, il connaît mon fils. Il me dit, si, je le connais. J'ai dit, surtout, tu n'en parles pas. Si tu dis pas que tu me fréquentes, si tu dis, tu n'en parles pas. Il me dit, non, il est discret. Il me raconte jamais sa vie. Il me pose jamais de questions. C'est moi que je suis un peu curieuse, que je pose. Je dis, peut-être tu viens me voir. Après, tu vas voir ailleurs. Oui. J'ai dit, ça vous inquiète? Oui. Ah ben, ça m'inquiète. Après, au fur et à mesure, je me dis toute seule, je dis, je veux rien savoir. Je lui dis, tu peux venir me voir, tu vas voir quelqu'un d'autre, je m'en fiche. Je veux pas savoir. Bah non, vous en fichez pas s'il va voir quelqu'un d'autre. Faut pas lui dire ça. Si je sais pas, Sophie, ça ira. Si je le sais, ça n'ira pas. Oui, mais c'est pas lui dire fais ce que tu veux, ça m'est égal. C'est pas la même chose. Oui. Oui. Oui, Eliette, c'est pas je veux pas savoir, ça m'est égal. C'est si on vit quelque chose ensemble, pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà. En fait, vous êtes en train de dire autre chose. Là, vous êtes en train de dire que ça vous fait peur. Vous aimeriez pas apprendre que, donc ça vous inquiète. Voilà, mais c'est important de le dire. Non, plus vous allez être authentique et dire vraiment voilà ce qui vous agite, plus vous allez pouvoir comme ça nouer quelque chose de profond et de juste. Parce que si vous commencez à vous embarquer, à vouloir à être dans votre peur ou à vouloir trop plaire, vous allez vous allez pas être bien dans la ligne de ce que vous voulez créer. Déjà que je suis complexée de nature. Comme j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai eu 7 enfants, je suis complexée, comme j'ai du ventre. Oui, mais vous sentez que vous lui plaisez? Lui, il me dit jamais ça. Ah. Il me dit pas ça. Mais vous en êtes où dans cette relation? Ça fait combien de temps là? Ça fait 2 mois? Ça fait que 15 jours. 15 jours, ah oui. Que 15 jours. D'accord. Ça fait que 15 jours. Donc, pour l'instant, vous en êtes pas encore au câlin, Ah si. Et alors, ça se passe bien? Alors, ça se passe comment? C'est très bien, très bien. Ah voilà. Il est très très câlin. Dès qu'il arrive, c'est que Sophie, c'est ce que je vous ai pas dit quand quand on s'est rencontrés dans le magasin, quand j'ai dit que j'étais pressée. Et avant de partir, je le connaissais pas. Quand ton fils l'a vu, mon fils m'a dit, tu le connais, maman? J'ai dit non, pas du tout. C'est qu'il m'a serré dans ses bras 2 fois. Je connaissais pas le même jour, le jour de la rencontre. J'ai dit jamais j'ai eu ça. J'ai rencontré. J'ai le sentiment, Eliette, dans votre témoignage, je comprends et tout ça peut être très très joli et formidable pour vous, et c'est vrai que ça fait longtemps que vous aviez envie d'avoir un compagnon, mais mettez, j'allais dire, gardez votre périmètre à vous, parce qu'il m'a l'air assez envahissant, assez pressant. Il va vite, il prend beaucoup d'espace, jusqu'à ranger vos placards, vos petites culottes, vous prendre dans les bras alors qu'il vous connaît pas, vous appeler tout le temps. Bon. J'allais dire, pourquoi pas, mais apprenez-lui. Chacun apprend à l'autre dans une relation. Et cet homme, vous pouvez lui dire, écoute, voilà, je t'apprécie, et j'aime passer du temps avec toi, mais attention à, pas trop m'envahir. Souvent, je dis, vous savez, un feu, quand vous mettez trop de bûches et qu'il n'y a plus d'air, le feu ne brûle plus. Alors, s'il met tout le temps des bûches, il va éteindre le feu. Hier, je l'ai pas vu hier soir. C'est sûr. Je comprends. Ouais. Mais hier, je l'ai pas eu au téléphone, mais quand j'ai pas eu, je commence à appeler l'habitude, c'est moi qui appelle. Et comme il était avec ses amis, il connaît beaucoup de monde, j'aime pas déranger, comme ça je raccroche. J'ai dit non. Il me dit non, tu me déranges pas. Mais moi je raccroche vite. Je raccroche vite, j'insiste pas à discuter, quoi. Je sais pas trop, depuis le temps, je sais pas. Oui, c'est ça, vous êtes un peu perdu. Tout ça va très vite, là, j'ai l'impression, pour vous. Ça va vite. J'ai vu tout de suite, il voulait venir chez moi, il voulait un câlin. Dès qu'il me voit, il m'attrape. L'autre jour, j'ai dit, tu m'étouffes. J'ai dit, tu m'étouffes, tu me fais des bisous, t'arrêtes pas. Ça m'étouffe. Il est très en manque et très dépendant, déjà. Oui. Mais il m'a dit, quand il m'a eu au téléphone, il m'a dit, je suis très très chaud.
Bah oui. Non, mais bien sûr, ça vous plaît bien se sentir désiré, c'est toujours effectivement très très agréable et c'est ça aussi dont vous aviez besoin. Mais après, il y a aussi façon et façon de faire et chacun apprend à l'autre. Et donc, sachez lui apprendre, pas le rejeter, pas voilà, on n'est pas dans des rapports d'enfants où on dit c'est pas bien, il faut pas que ce soit comme ça, mais plutôt dire voilà ce que je souhaite, voilà comment je souhaite que les choses se passent. D'accord. Donc c'est important. Mais et votre fils finalement, il est au courant là maintenant puisqu'il l'avait vu de cette liaison. Il l'avait vu, il le sait. Il le sait. Lui, ça le gêne pas. Ça le gêne pas. Non, il est content pour vous, peut-être votre fils. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, ça le gêne pas. Et comme samedi soir, il avait une invitation là pour voir un spectacle Mesmer, il était parti avec ma fille, et moi je suis restée. Quand il est revenu, la personne était encore là. Et puis, je lui ai dit, viens quand ma fille est rentrée, parce que mes enfants sont un peu curieux de voir la maman comme ça. Ma fille est rentrée rien que pour le voir, je pense. Ah, et alors, vous avez alors, elle n'a rien dit. Elle dit rien. Elle dit rien, mais mon fils, vous savez ce qu'il a fait? Il est reparti. Il a pris ses affaires, il a pris son sac. Il est reparti. À chaque fois que j'ai quelqu'un, il reste jamais là. Il s'en va. Vous voulez dire qu'il ne dort pas à la maison? Il ne reste pas dormir à la maison? Il est revenu après, mais le temps que j'ai la personne qui est avec moi, il ne veut pas rester là. Il vous respecte? Il veut vous laisser seul? Oui, c'est ça. Oui, à chaque fois, il a fait comme ça. Il s'en va. Il préfère s'en aller. Il ne reste pas là à écouter, à discuter. Il ne va pas rester là. Il s'en va à chaque fois. Non, il est respectueux pour ça. Oui. Est-ce que vous vous sentez heureuse, Eliette? Qu'est-ce que ça provoque, cette histoire chez vous? Oui, je suis heureuse. Oui. Oui, je me sens. En fait, vous aviez envie d'appeler pour témoigner que la rencontre au coin de la rue existe toujours par rapport au site internet et que vous avez cherché pendant des longs mois sur internet et qu'en fait ça vous est arrivé, on parle de rencontre au coin de la rue. Et que ça peut arriver dans la vie. Et mon fils m'a aussi, je parle encore de mon fils. Mon fils m'a dit, maman, tu sais, c'est mieux que sur internet. En tout cas, vous avez tout de suite la personne là, il y a un côté magique, il y a un côté inattendu, il y a la rencontre. Voilà, les gens sur Internet me voient, comme je disais dans mon message, Sophie, les hommes sur Internet me voient que sexuellement, ne me voient pas d'une relation autrement. Oui, ou vous n'êtes pas peut-être pas tombé sur des hommes qui voulaient s'engager. Moi, on m'appelle, il me donne le numéro de portable. Quand il me voit, c'est que pour coucher le soir. Moi, j'ai pas envie de ça. Même la personne que je rencontrais, que j'ai en ce moment, c'est pareil. J'ai dit, tu me touches pas. J'ai pas envie de. Le premier soir, je connais pas. J'ai pas envie de ça. Oui, en tout cas, là, ça se passe bien pour vous. Et d'ailleurs, il a même essayé de vous appeler. J'ai voyez la preuve, Sophie, la téléphonie. Et j'ai raconté autre chose à Quentin. Quand j'ai dit à Corentin. Oui. J'ai dit, j'ai plusieurs personnes que je connais. Il y en a que j'ai vu en réel. Il y en a d'autres que je connais comme ça. Il y a un papy dans le Var de 81 ans. Et que il m'envoie des mails, ça fait 3 ans. On le voit sur Skype. Je le vois, on a discuté encore hier et aujourd'hui. Lui, je suis allée à une journée de voyage vendredi dernier, et dans le Lot-et-Garonne, et à chaque fois que je vais en quelque part, où je suis en soirée, je prends toujours des photos avec un homme. Oui, pour. Et j'aime bien être comme ça, je prends les photos, et après mon fils se met sur Facebook. Oui. Et le papy de 81 ans, il a vu la photo, j'étais avec un chanteur, un chanteur dans les petits endroits comme ça, mais qui est connu. Oui. Et après, j'ai pris la photo avec un cuisinier grand et fort, comme j'aime bien. Oui. Mais maintenant, je pense que ça c'est j'ai mis derrière. Oui, ça c'était l'époque où vous aviez envie de vous afficher pour y croire. Maintenant, vous vivez quelque chose. Voilà. Donc vous passez dans la vie réelle, vous êtes moins dans le fantasme. Exactement. Et maintenant, soyez dans cette réalité. Alors, merci Eliette de nous avoir appelé pour... Je peux vous dire la scène. Et
il a personne de 81 ans. Et quand il me dit, tu me racontes un peu comment ça s'est passé, ton ami, tout ça, on se raconte des trucs. Il m'a dit comme ça, tu sais, quand il m'a donné son fixe et on s'est appelé. Il me dit, tu sais, quand je t'ai vu avec l'autre, les hommes que tu as pris des photos, moi j'étais jaloux et ça m'a fait mal. Et j'ai dit, tu me connais pas pour dire ça, tu me connais pas, tu me vois, je t'écoute au téléphone. Et pourquoi vous lui racontez ça, Elliot? Parce que des fois, il me dit, ça me fait du bien de raconter. J'ai dit, je peux pas tout te raconter, je vais pas raconter tout ce que je fais, ça se dit pas, hein. Oui. Mais pourquoi c'est important, là, cette relation téléphonique avec ce monsieur? Parce que j'aime bien parler, comme je suis bavarde, j'aime bien discuter, ça me fait... D'accord. Ça me fait une conversation. Ça vous fait une conversation. Et lui, il est seul. Il est seul. Ouais, du coup, lui, il a aussi l'impression que vous êtes dans sa vie. Chacun apporte un peu à la solitude de l'autre. Lui, il me fait comme ça. J'aurais aimé être à la place des hommes pas. Que les autres. Oui. Que les autres. Eliette, je vous souhaite de vivre une très jolie histoire d'amour, là, avec votre homme, qui d'ailleurs a essayé de vous appeler. Donc, je pense que vous allez vous appeler maintenant. Oui, je vais l'appeler. Vous allez le rappeler? Oui. D'accord. Merci Sophie. Merci à vous, Eliette. Bonne soirée. Merci. Bonne nuit à vous. Bonne soirée. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir, Adeline. Oui, bonsoir. Écoutez, je suis très très contente de vous parler. Oui, moi aussi. Parce que je n'étais pas sûre que vous allez pouvoir me répondre. Ça fait longtemps que je vous écoute et à la fin j'ai dit il faut que j'essaye, voir pourquoi pas moi. Oui, bien sûr. Peut-être que j'aurai aussi une chance qu'on puisse m'aider, surtout les auditeurs. Oui, surtout les éditeurs et tout, sans ça vous êtes magnifiques et vous avez une très 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 belle équipe qui sont vraiment bien à l'écoute et que vous aidez vraiment bien les personnes. Hein. Merci Adeline. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir, Adeline? Voilà, je vais vous raconter une histoire. Voilà, je suis une maman de 2 enfants, dont un qui est majeur et l'autre qui est encore adolescent, il a 14 ans, il est en 3e, il est dans un collège privé, si vous voulez, en section foot. Et par contre, j'ai le petit souci cette année, il est en 3e, il est en 3e, mais par contre, ses notes, ils sont un petit peu catastrophiques. Oui. Mais il vit que du foot. Lui, c'est que foot. Et j'ai rencontré son prof principal. Ouais. Il m'a dit, il a des capacités, mais malheureusement, il ne fait pas avoir ses capacités. Tout ce qui compte pour lui, c'est que le foot. Et là, ça arrive à l'orientation. On a été visiter un lycée qui fait section foot, mais malheureusement, avec ses notes, c'est pas bon pour lui. Alors, est-ce qu'il a compris ça? Est-ce qu'il a compris que finalement ses notes et son niveau scolaire sont en train de mettre en difficulté son rêve? Parce que c'est très bien d'adorer le foot, voilà, à 14 ans et donc d'imaginer faire un métier dans ce domaine, mais pour autant, pour être dans une section foot justement, pour intégrer un parcours double, c'est être très bon dans les deux. Il suffit pas d'être très bon en foot. Donc il faut absolument qu'il se ressaisisse là. Je comprends pas que le directeur là de l'établissement lui a pas tenu ce discours-là parce que mais alors qu'est-ce qu'il comprend? Parce que comme il est très motivé dans le foot, c'est pas lui faire peur, c'est juste lui dire écoute, c'est formidable, t'adores ça. Ce qu'on voit, c'est que tu as des capacités scolaires et c'est trop bête parce que tu es en train de mettre en danger tout ce qui te plaît. C'est ce qu'ils lui ont dit justement. Oui, alors et ça c'est très récent, Adeline, qu'il lui si vous voulez, il est dans son collège depuis la 6e, ça a été, mais là, comme ils ont vu, là, cette année, c'est la 3e, ils n'arrêtent pas de lui dire, même pour passer les tests en foot et tout, oui, il est au collège, là.
Ouais. Ils lui ont dit que vraiment Nicolas, il est D'accord. super, mais il y a des cours qu'il faut faire des cours. Ok, Adeline, est-ce que vous arrivez à discuter, à bien dialoguer avec lui? Qu'est-ce que vous comprenez sur quoi il bloque, alors même qu'il a des capacités? Pourquoi il se met, voilà, comme ça en difficulté ou en danger? Essayez de le comprendre, oui. Le problème, c'est qu'il ne parle pas beaucoup. Et si vous voulez, moi, je suis malade. Depuis 2010, je me bats contre un cancer, si vous voulez. Et à chaque fois que je dis enfin c'est bon, je vais pouvoir tenir debout, je rechute et là je suis encore en plein traitement. Et j'ai vu hier, malheureusement, on a essayé de m'appeler, j'ai pas pu répondre parce que j'étais complètement dans les vapes. Et tout à l'heure, j'étais encore convoquée parce que là ils m'ont arrêté la chimio, ils m'ont tout arrêté parce qu'ils se sont aperçus que j'ai une bosse qui est sur la tête, qui veulent me faire une biopsie. Et je sais que Nicolas, il parle pas beaucoup, mais même au collège où il est, ils savent mon problème de santé. Il me dit, on sait que c'est un gamin, dès que vous n'êtes pas à la maison, que vous êtes à l'hôpital, il est très inquiet. Il parle pas, mais il garde tout en lui. Oui, c'est ça. Et vous savez, depuis l'âge de 7 ans, il a déjà perdu son papa en mai 2010. Oh là là. Je me suis trouvée, moi, avec ma maladie, il s'est trouvé en famille d'accueil. Et depuis, il me voit toujours comme ça, il me voit toujours comme ça. Je comprends, Adeline, c'est très dur. Adeline, est-ce que vous avez des parents, des frères et sœurs, une famille autour de vous? Malheureusement, je suis d'origine marocaine. Ici, je suis en Franche-Comté et je n'ai pas de famille. Famille autour. Est-ce qu'il y a votre fils a peut-être des amis avec qui il s'entend bien, dont les parents, où vous pourriez à ce moment-là vous faire aider, enfin être aidé par les parents des amis de votre fils, par exemple? Pas du tout. Non. Pas du il tout. n'a pas d'amis, votre fils? Si, il a des copains, si vous voulez, mais ça reste des copains, c'est tous les parents. Les parents, en plus, je suis d'origine marocaine. Alors, si vous voulez, ils sont un peu racistes. Vous les connaissez pas, vous savez pas? Il y en a que je connais. D'accord. Mais si vous voulez, quand par exemple mon fils il reçoit un copain, ils veulent même pas rentrer à la maison. Adeline, je comprends que la vie soit vraiment dure pour vous là, et que vous soyez très seule. Ce que je cherche à voir avec vous, c'est quel appui vous pouvez avoir pour votre fils, pour vous donc pour votre fils autour de vous. Peut-être avoir une discussion plus franche encore et plus profonde avec le directeur d'établissement en disant bien sûr que je partage votre point de vue, j'aimerais pouvoir aider mon fils mais je suis pas en état, je suis trop faible. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Est-ce qu'il y a quelquefois il y a des professeurs dans les collèges qui veulent bien donner un peu de leur temps pour aider un élève en difficulté après les cours, et de parler à votre fils pour lui dire oui c'est dur, oui ta maman est malade, oui t'as perdu ton papa, mais il s'agit de ton avenir, de regarder en face. Et moi ce qui me ferait du bien, il faut que vous puissiez lui dire ça, Adeline, c'est que tu prennes à cœur ton avenir, parce que ça me soulagera, ça me fera du bien, parce que d'accord, bien sûr je suis malade et la vie est difficile pour moi, mais de savoir que toi tu travailles bien à l'école sera un poids en moins pour moi, une inquiétude. Donc dites-lui que d'un côté il s'inquiète pour vous, mais en s'inquiétant pour vous, il ne s'occupe pas de lui, et le plus grand bien qu'il puisse vous faire, c'est justement de travailler. S'occuper de lui. Oui. Alors, quand je dis s'occuper, c'est un grand mot parce qu'il a encore besoin de vous, mais s'occuper de son avenir, prendre en main son avenir, parce que c'est un souci de moi pour vous, et que vous avez besoin que votre énergie soit mise dans les traitements de vous battre. Vous savez, c'est que je lui prends une jeune qui vient l'aider à la maison en plus. Et comment ça se passe avec elle? La jeune, elle m'a dit, ça marche très bien, mais même elle n'arrive pas. Il peut des fois m'arriver, il me ramène des 16, des machins. Il y a des moments où il va m'arriver à 0, à 2. Lui, pour lui, c'est comme ça. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu, puis voilà. Hein. Oui, mais il y a autre chose. Sûrement, il y a autre chose, Adeline. Est-ce que le jour où il ramène à 0, 1, 2, c'est un jour où, j'en sais rien, vous avez eu des traitements où il était plus anxieux? Qu'est-ce qu'il ne... Il est d'accord, il parle peu. Peut-être que lui, on ne sait
pas dans la tête d'un jeune comme ça. À 14 ans, vous savez, c'est encore un enfant, un grand Oui. enfant. Et donc, il peut imaginer beaucoup de choses. Et de fait qu'il parle pas, il observe beaucoup. Et il s'imagine. Et donc, il se raconte une histoire qui peut-être par moment lui fait perdre ses moyens. Et parler avec lui pour comprendre qu'est-ce qui se dit, comment il vit ça, quelles sont ses difficultés, sans le juger, sans lui, parce que ça y est, finalement, tous les adultes lui ont tenu j'allais dire le bon discours, enfin le discours classique de dire il faut que tu t'y mettes, c'est important. Il l'a compris, mais il n'y arrive pas. Alors il a des capacités. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qu'il vit, qui le met lui en difficulté, parce qu'il a peut-être très très envie de réussir et qui perd ses moyens pour une raison que vous ignorez et qu'on ignore. Alors, soit il parle avec vous, soit vous dites à la jeune fille, si elle s'entend bien avec lui, d'essayer de parler avec lui, de comprendre où ça se passe. Parce que je lui ai fait même voir des psychologues et tout. C'est bien. Et lui, tout ce qu'il parle, c'est que foot. Il dit, mon rêve, c'est d'intégrer dans un centre de formation. Mais très bien, Adeline, félicitez. Mais j'ai dit, moi, je fais ce que je peux, mais je peux pas, je connais pas grand monde là dans ce monde-là. Non, je connais pas. Adeline, ce sera son dossier scolaire. C'est pas une histoire de connaître du monde. S'il a un bon dossier scolaire, il intégrera la section foot. Donc, s'il travaille bien à l'école, il n'y a pas 36 solutions. Il est très bon au foot, donc voilà. Donc c'est pas une histoire de connaître du monde, c'est après de présenter un dossier. Ça, l'école peut vous y aider, mais et des gens ou à la mairie ou l'assistante sociale. Après vous pouvez t'aider pour ça. Mais si lui fournit pas l'effort, si son rêve c'est de faire du foot, il faut fournir l'effort qui correspond. Voilà. Parce que là, il est inscrit dans le collège en section foot. En plus, il est inscrit aussi dans un club. Il a des matchs tous les samedis. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas. J'ai dit, tous mes moyens, je le fais que pour toi. Que pour toi. Oui, mais est-ce qu'il attend autre chose Enfin, là, vous êtes en train de dire, voilà, je fais tout pour toi. Bon, déjà, c'est beaucoup pour lui d'entendre ça de sa maman qui est malade. Mais, vous voyez, est-ce qu'il attend autre chose de vous? Peut-être pas. C'est pas quelque chose de vous qu'il attend. Il attend peut-être quelque chose de lui qu'il n'arrive pas à donner. Et il se met en échec. Je sais pas, la psychologue, elle m'a dit, quand elle a parlé avec lui, elle m'a dit, question scolaire, elle m'a dit, il fait quand même ce qu'il peut, il a des capacités, mais il arrête, lui, ça l'intéresse comme ça, c'est tout. Mais par contre, elle m'a dit, lui, ce qu'il voit, c'est que le foot. J'ai dit, oui, mais je suis d'accord. Oui, mais le foot, c'est pas ça qui va le nourrir plus tard. Si, ça peut le nourrir si il fait un métier autour du foot. Il y a des métiers autour de ça. Mais c'est plutôt de lui dire que pour intégrer une formation autour de ça, il faut un bon dossier scolaire. C'est sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ça mon problème, moi. Comment faire? Là, on arrive. Là, regardez, le premier trimestre, il m'a ramené 9. Le deuxième trimestre, il me ramène 7. Oui, mais il vous ramène pas à vous, Adeline. Il travaille pour lui. Parce que moi, dans votre discours... Oui, Adeline, attention. C'est important, les mots. C'est important la façon dont vous lui parlez. Si dans le discours, il doit travailler pour vous, il peut en perdre ses moyens. Il faut qu'il comprenne. Du coup, le foot, c'est à lui. Et l'école, c'est pour maman. Et peut-être que là, il y a un blocage. Là, c'est possible que s'il comprend que les notes, c'est maman, et que le foot, c'est rien qu'à lui, c'est son domaine. Donc, c'est son domaine où il peut retrouver en plus, des hommes. Il a perdu son papa. C'est pas pour vous qu'il ramène des notes. Vous voyez, là, je vous lis le message d'Olivier, le patrouilleur, qui dit: les centres de formation des clubs de football sont très attentifs au niveau scolaire des jeunes. Il faut un bon dossier et puis, un autre auditeur qui rajoute: vous devez en parler à son entraîneur afin qu'il lui parle. C'est une très très bonne idée. C'est-à-dire que ce soit les gens du foot qui l'encadrent, puisqu'il est bon, qui lui disent que c'est important qu'il travaille à l'école, pour lui et pas pour sa mère. Donc allez, si vous pouvez, Adeline, aller parler à son entraîneur un samedi et lui dire: voilà, il adore, il est très bon. Ne le clivez pas entre eux, il va pas en vivre, etc. Il y a plein de métiers aujourd'hui autour du football et sa connaissance du jeu, qu'il soit joueur ou pas, pourra l'aider. Mais là, il faut que son entraîneur lui parle pour qu'il remonte son dossier scolaire.
Justement, pour pas qu'il y ait que le foot, comme vous dites. Quand je dis que le foot, que le ballon, il a besoin. Et encore une fois, je vous redonne le message d'Olivier. Les centres de formation sont très attentifs au niveau scolaire. Olivier rajoute, avoir des aptitudes au football est évidemment nécessaire, mais c'est pas suffisant. Voilà. Mais ça, vous lui avez dit. Il faut que ce soit son entraîneur qui lui dise. Oui, parce que je pense, si moi, quand je lui dis quelque chose, il l'écoute par politesse, mais je suis sûre, c'est quelqu'un d'extérieur, il l'écoute plus que moi. Bien sûr, parce que, surtout que vous, si vous mettez un peu la pression sur les notes, quand je vous entends dire, il me ramène ceci, il me ramène cela. Voilà, mais oui, mais non, Adeline, non, c'est pas à vous qu'il ramène, c'est à lui. À 14 ans, il doit comprendre que maintenant, c'est pour lui qu'il travaille. C'est pas pour faire plaisir à maman. Donc, oui. Et c'est pas pour que maman aille bien, et c'est pas pour que maman guérisse, mais par contre, ça va aider maman à moins s'inquiéter. Donc ça, c'est déjà pas mal. Parce que maman, elle s'inquiète. Oui, c'est sûr. Oui. Je m'inquiète beaucoup. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Franchement, je me fais beaucoup de soucis pour lui. Oui. Et des fois, je recule même mes rendez-vous et tout ça pour dire être avec lui, pour qu'il puisse avoir un peu de courage. Il sait que maman, elle est là et tout. Puis, des fois, je suis déçue, mais j'ai dit que... Et alors, vous m'avez dit que vous aviez 2 enfants, dont un majeur. Il a donc un grand frère ou une grande sœur ? Non, c'est un grand frère. Bon, et ce grand frère, quel rôle il joue auprès de lui ? Tant qu'il était jeune, il avait un peu peur de son frère. Quand il dit quelque chose, il l'écoute. Mais maintenant, franchement, il l'écoute. C'est pas qu'il l'écoute pas, il respecte et tout. Mais ça s'arrête là. Mais il vit où, ce grand frère? Avec vous? Les 2 enfants vivent chez vous? Non. Le grand, il a chez lui. Bon, est-ce que le grand, vous pouvez peut-être le solliciter pour parler au plus petit? Je le sollicite. Oui. Ah oui, je lui dis, des fois quand il va un peu loin, je lui dis, écoute, essaye de parler avec ton frère parce que moi, j'y arrive pas. J'ai Nicolas, le deuxième, là, il n'y a aucun problème, vous pouvez le parler. Il dit oui, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais 2 jours après, on dirait qu'il a tout oublié, Oui, vous avez l'impression que... oui, donc c'est que, en fait, il doit avoir l'impression que tous ces adultes autour de vous compris, lui mettent la pression et lui font la morale. Or, il a besoin de plaisir, ce jeune homme et ce garçon. Voilà. Oui, il a besoin de plaisir. Le foot est un plaisir, c'est l'endroit où il oublie tout, il se sent bien. Et qu'il comprenne que ce plaisir-là, il peut le perdre si il remonte pas son niveau scolaire. Donc ça va passer sans doute par le milieu du football, c'est-à-dire l'entraîneur. D'accord. Parce qu'en plus, tous les vacances, il part des semaines à faire des stages de foot, mais et à chaque fois, j'ai que des compliments, c'est Nicolas. Alors, j'ai dit, mais t'as des compléments pour le foot, tu peux m'en avoir des compléments pour l'école quand même, mon fils. Mais il répond pas, il me dit, c'est déjà bien, je te ramène des compliments. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, vous lui mettez beaucoup de pression, Adeline. Tu dois me ramener des compliments. Ça, c'est déjà difficile. Enfin, il a pas de plaisir, forcément à l'école, mais vous dites quand même que quelquefois il décroche des 16 ou des bonnes notes. C'est bien c'est bien qu'il a des capacités que par moment. Quelles sont les matières où il est bon? Quelles sont les matières où il est le meilleur? Le français, l'histoire géo, des fois art plastique. Alors le sport, j'en dis pas, il est au-dessus de la moyenne. Oui. Donc il a de l'intérêt pour la culture. Vous me dites français, histoire géo, des matières un peu littéraires. Oui. Tant qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, alors là, c'est bon. D'accord. Alors aussi lui dire que quelquefois dans la vie et dans tout métier d'ailleurs, il y a des parties qui sont moins intéressantes et qu'on fait quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça ne l'intéresse pas qu'il ne doit pas le faire. Apprendre à grandir à 14 ans, c'est aussi apprendre à faire des choses qu'on aime moins faire. Comme par exemple peut-être aider sa maman à débarrasser, à mettre la table, à préparer le repas aussi. Ouais.
Il fait des choses pour vous comme ça? Oui. Oui. Mais par contre, il faut que vraiment je sois couchée, hein, que je peux pas me lever. Hein. Si jamais il voit que je peux me lever, des trucs comme ça, il va débarrasser son assiette et tout ça, mais le reste, rien du tout. Hein. Oui, mais là, vous pouvez le solliciter un peu, Adeline. Demandez-lui de faire des efforts à ce garçon. Mais de faire des efforts pour grandir, hein, des efforts pour se construire. Ouais. C'est pas que le plaisir. Tenez-lui un langage d'adulte pour l'aider à grandir. Et pas vis-à-vis de vous. Pas tu dois faire plaisir à ta maman et tu dois me ramener des notes et tu dois être un gentil garçon. Ça lui met beaucoup de pression. D'accord. Et puis il va pas trouver en lui la ressource ou le courage d'aller chercher quelque chose pour lui-même. Mettez-le en face de lui, en face de son désir, en face de son rêve. Voilà, rendez-le responsable de son choix. Très bien, il rêve d'intégrer un centre de formation. Et voilà, et on sait que les centres de formation des clubs de football, il faut un bon dossier. Donc il a le niveau en foot, il manque le niveau à l'école. C'est trop bête. Voilà. Donc juste ça. Pas c'est à toi de me ramener des notes pour moi. C'est ton rêve, il est à ta portée. C'est de te mettre un peu plus dans les devoirs et même sur des matières que t'aimes moins, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que tu vas peut-être pouvoir intégrer comme ça un centre de formation. C'est sûr. Et c'est encore possible, hein. On est qu'au mois de mars. Hein. Mais je lui souhaite de tout cœur, hein, parce que je vois même en Martin, ils ont essayé, ils ont dit on va essayer de lui faire des stages, voir si des fois il trouve d'autres métiers qui l'intéressent et tout, parce qu'il croyait qu'il était manuel, mais il n'est pas manuel du tout. Alors tous les stages qu'il a fait, dans des magasins de sport. Mais c'est pour ça que je vous dis, Adeline, que laissez-le, ça lui fait du bien. Il a quand même, pas une vie facile, ce jeune garçon. Ouais. Il faut surtout pas le priver de ce qui aujourd'hui le soutient et le construit. Et il y aura des métiers autour, comme vous dites, des magasins de sport, mais ça peut être les médias, ça peut être plein d'autres domaines. En tout cas, voyez son entraîneur, d'accord, Adeline? D'accord. Bon courage à vous, et soignez-vous bien. Merci de nous avoir appelés. Puis merci de m'avoir répondu beaucoup. Au revoir, Adeline. Je vous embrasse. Bonne nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous. On s'y confie, on se conseille, on partage les uns les autres ce qui tisse vos vies. On prend le temps pour chercher ce qui peut rendre votre vie plus douce. Alors si ce soir vous avez le cœur gros, la tête emplie de questions sans réponse, appelez-nous au 39 21. Quentin et Corentin sont là au standard pour vous accueillir. Et c'est Nicolas Godet qui réalise cette belle émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, c'est Sarah. Oui, bonsoir Sophie. Sarah. Bonsoir Sophie, je vous remercie 1000 fois de me prendre à l'antenne. Ça fait longtemps que je vous écoute et je voudrais vous parler d'une maladie qu'on m'a détectée il y a à peu près 5-6 ans, qui s'appelle le trouble borderline. Ouais. Donc quand j'en parle aux gens, c'est les gens aucune réaction, ils savent pas du tout ce que c'est. Oui, on connaît moins effectivement que bipolaire. Voilà, exactement. tout à fait.
Vous voulez Tout à peut-être un fait. peu expliquer pour les auditeurs justement qui Oui, tout à connaissent fait. pas, oui. Tout à fait. Donc, le trouble de borderline, c'est un état limite. C'est un trouble, en fait, de la personnalité qui est très grave. Ça touche quand même 3% de la population, mais par contre, c'est une maladie qui se soigne. Et c'est une maladie quand même qui est très réelle, qui est répertoriée et étudiée. Et donc, ce n'est pas une idée. Non, pas du tout. Hein. 2% de la population à peu près. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'ai dit 3, voilà. Donc, et souvent ma maladie... les femmes, ouais. Voilà, Déjà. souvent les femmes, tout à fait. Donc en fait, c'est un trouble qui remonte à l'enfance. C'est une maladie qui se construit dans l'enfance. Et donc elle peut être entravée par des troubles de l'attachement, justement. C'est très important, ça, ce que je vais dire, entre mère et enfant. Ça vient beaucoup de l'attachement de la maman et de ma mère et de moi, quoi. Ça peut être des traumatismes crâniens, mais moi, j'en ai pas eu. Par contre, des abus, oui, j'ai eu des abus sexuels quand j'étais petite. J'en ai eu plusieurs quand j'étais petite, entre 6 et 7 ans, 8 ans. Un autre vers les 11 ans. Et puis, à 16 ans, j'ai été violée. Voilà. Donc, le malade, c'est quelqu'un d'hypersensible, hyper émotif. Hyper émotif. Ouais. Alors, après, avec des réactions excessives, hein, à chaque contrariété. Ouais. C'est ça. Ben voilà, c'est ça. Je passe sans arrêt de la dysphorie à l'euphorie. Oui, c'est ça. On dit souvent que c'est des cocottes minutes, hein, les borderline. C'est ça, c'est ça. Et puis alors, beaucoup de stress. Alors ça, le stress, c'est terrible. Ça. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est en vieillissant, j'en sais rien, je suis pas vieille pourtant. De fortes angoisses. On est des personnes très angoissées. Je suis quelqu'un de très organisé. Mon esprit est souvent embrouillé. Je suis souvent agitée et en panique. Vous allez avoir des sentiments chroniques de vide hein, aussi. Hein oh là là, de vide, vous pouvez pas savoir. C'est un truc de fou. Hein. Oui, puis comme avec une capacité assez réduite à prévoir les conséquences. De vos actes, donc ce qui fait que quand on déborde, on ne sait pas bien où ça va. C'est ça, c'est exactement ça. Ça présente une ambivalence, amour-haine. Oui, c'est ça, une tendance à idéaliser puis à dévaloriser l'autre. Voilà, tout à fait. Ou t'es tout faux, tout positif, génial. ou tout négatif. Exactement. Ouais. Et alors aujourd'hui vous êtes suivi par un psychiatre parce que c'est vrai qu'on dit que l'état limite borderline on le situe entre névrose et psychose hein elle est répertoriée oui. Moi je ne sais pas si c'est moi je pense que c'est psychiatrique hein, parce que mon psychiatre de l'époque c'est lui qui me l'a décelé mais il me connaissait déjà depuis l'âge de 25 ans. Et en plus, avec mon parcours, moi j'ai un parcours atypique, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, entre les abus, le viol à 16 ans et après, moi je suis passée partout, c'est-à-dire à 16 ans, le cannabis, à 19-20 ans, ça a été la fiesta, la cocaïne, après j'ai rencontré quelqu'un que j'ai aimé, ça a été l'héroïne. Heureusement, j'ai pas touché à des trucs plus durs, genre LSD, mais j'ai pris quand même quelques extasies dans ma vie. Enfin, vous voyez, j'ai fait une autodestruction en plus moi pendant des années parce que je ne savais pas ce que j'avais. On n'avait pas mis un mot sur mon mal, sur mon mal-être. Oui, je comprends. Et vous savez, et même depuis 5 ans que je suis en traitement, on m'a changé plusieurs fois de traitement. C'est pas encore ça. Hein. C'est pas ça. Je ressens parfois une abominable souffrance, quoi, invisible aux autres. Oui, c'est ça bien sûr. Et puis, quelquefois, les autres portent des jugements hâtifs, alors que c'est la chose la pire qui puisse vous arriver. Tout à fait. C'est au contraire, hein, vous avez besoin d'affection, de votre entourage, de compréhension, d'accueil, bien sûr. De patience, et pas qu'on vous infantilise. Vous êtes entourée, Sarah, qui a autour de vous, famille, compagnons? Non, justement, c'est ce que j'expliquais hier à Amandine, je crois, ou à Paul. Non, en plus j'ai pas eu de bol l'année dernière. J'ai perdu mon papa au mois de fin juillet, donc c'est assez récent encore. Et moi et mes sœurs, on a placé ma mère en maison de retraite parce qu'on lui avait déjà détecté un début d'Alzheimer.
Donc, si vous voulez, j'ai même pas accusé le coup de tout ce qu'il a fallu que je m'occupe. Vous avez une sœur, en fait, j'ai deux sœurs. Elles sont proches de vous? Elles vous accueillent? Non. Non. Ben non, justement, parce que par rapport à l'alcool. Parce que vous avez aussi un problème d'addiction à l'alcool? Ah oui. Aussi. Ouais. J'ai fait 3 cures déjà. Ouais. Je me suis arrêtée. Oui. Je me suis arrêtée 3 ans, 6 mois, 1 an, et après voilà, je fais des petites rechutes. Ouais. Mais plus ça va, plus c'est dur, quoi. Après je souffre, je morfle physiquement et moralement. Bien sûr. Vous en avez parlé avec votre psychiatre, j'imagine, aussi de l'alcool. Oui, bien sûr. Mais moi je lui dis tout. Ah mais non, mais pour lui je suis pas alcoolique. Et il m'a dit c'est pas ça votre problème. Parce qu'il pense que ça va avec votre trouble de la personnalité, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le problème, c'est ça, c'est comme je suis nos limites. Si vous voulez, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit comme avant, mais ce sera jamais comme avant. C'est-à-dire, moi, j'aime bien, vous voyez, être dans un café l'été avec des amis, boire l'apéritif, un bon verre de rosé bien frais, sympa, écouter de la musique, enfin, vous voyez. Ouais, mais moi, je ne peux pas en boire qu'1 ou 2. Est-ce que vous avez, alors en plus du traitement et j'allais dire du soutien de votre psychiatre, est-ce que vous avez fait des stages ou du travail en thérapie comportementale avec un thérapeute? Ça peut vous aider. Il n'y a rien dans votre région, c'est ça? Non, dans ma région, c'est ça. Vous êtes dans quelle région, Sarah? J'habite dans le Var, dans un tout petit bled. Oui, mais loin de Toulon, loin d'une grande ville. C'est à 1 heure quand même. Ouais, à 1 heure, faut prendre un bus, quoi. Ouais. Ouais, mais autour il y a quand même des villes moyennes. Ah oui. Parce que ce serait bien de coupler ou de voir avec votre psychiatre qui peut peut-être d'ailleurs vous conseiller. Il y a d'un côté l'aspect traitement et ça vous en avez besoin et des anxiolytiques pour vous aider à réguler en fait l'humeur et aussi de faire soit des stages, soit d'être suivi par un thérapeute pour vous apprendre sur le plan du comportement justement à vous aider à trouver des ressources avec vous-même. Bien sûr, comme vous dites, ce sera pas comme avant, mais il n'y a pas eu d'avant d'une certaine manière pour vous dans votre parcours. Par contre, c'est apprendre à vivre au mieux avec, pour réapprendre, apprendre et réapprendre certains comportements qui ne soient pas destructeurs pour vous. C'est ça le plus important. C'est ça. Et puis d'avoir un entourage, parce que forcément, comme vous avez une quête affective démesurée, ça entraîne des conflits souvent avec l'entourage qui sait pas très bien où vous en êtes, quoi. Tout à fait. Donc du coup, c'est entre attirance, répulsion. Enfin, pour vous, c'est difficile le lien. Complètement. Ouais, tout à fait. Alors, moi, il me semble que et aller voir une psychologue psychanalyste pour faire carrément une psychanalyse. Oui. Tout ce qui va vous aider à vous accueillir tel qu'en vous-même, dans la connaissance de vous, parce que en même temps, on va dire quand même le versant positif, enfin constructif de votre trouble, justement votre hypersensibilité, votre hyperlucidité, et on l'entend très bien là à l'antenne, votre compréhension assez fine des enjeux de ce que vous vivez, en sachant que c'est terrible, mais ça peut vous aider à faire avec. C'est pas de lutter contre, parce que ce sera plus fort, mais c'est de faire avec, et plus vous allez bien vous connaître, plus vous saurez naviguer dans la vie avec la personne que vous êtes. C'est vraiment ça qui compte. Alors oui, ça peut être un travail, je vous disais psychothérapeute comportemental, mais tout à fait une analyse bien entendu pour aller décrocher un peu vos démons, quoi. Et puis être moins dans le vide. Un peu moins dans le vide. Tout aussi, à fait. D'arriver à vous créer de la sécurité. Vous, ce qui est important, c'est de travailler sur votre sécurité ontologique intérieure, psychique. Oh oui, de vous resolidifier. Tout à fait. Le manque de confiance en moi. Bien sûr. Et le manque d'estime de moi. Tout à fait. Il y a tellement de choses, en fait. Mais j'avais noté ce que vous m'avez dit là, DBT ou DTC.
thérapie psychanalyste positive, alors on parle aussi cognitive et comportementale. Oui, tout ce qui va vous aider en fait à mieux vous comprendre et à vous créer un peu de, j'allais dire, de fonctionnalité en sécurité. C'est ça. Hein, ça, ce serait ça vraiment, ça vous aiderait. C'est ce que j'ai un petit livre, j'ai un petit cahier où je prends des notes. Oui, c'est bien. En fait, bien. c'est ce que vous venez de me dire. C'est-à-dire qu'au passé, ce sont les causes. Voilà, faut comprendre les causes pour le passé, au présent les conséquences, et pour le futur, les corrections. Oui, et puis, vous savez, ce que dit Boris Cyrulnik dans ses travaux sur la résilience, il dit la main se souvient. Parce qu'en fait, quand vous écrivez, votre main, qui est votre corps, en fait, conserve la mémoire de votre histoire. Et à chaque fois que vous écrivez, en couchant sur le papier ce qui vous arrive, parce qu'elle conserve cette mémoire, elle vous aide à apprivoiser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Tout à fait. Vous pouvez me redonner le nom de cet écrivain? Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, qui a fait des travaux, qui est neuropsychiatre, et qui est dans votre coin d'ailleurs. Il est basé sur Marseille. Et en fait, il a mené tous ces travaux, sur la résilience, c'est-à-dire comment finalement on est résilient, on traverse nos douleurs de vie et on arrive à reconstruire quelque chose avec des histoires de vie complètement abîmées. Et il parle beaucoup des travaux d'écriture. Donc effectivement, vous faites bien, Sarah, d'écrire. Et puis effectivement, tout ce qui est psychothérapie, en plus de la psychiatrie, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tout ce qui va vous aider à développer vos capacités d'introspection et à maîtriser vos comportements autodestructeurs, ça va vous aider. Et vous devez vous trouver... justement parce que vous avez une grande lucidité, une grande aisance dans le ressenti des personnes. J'ai toujours eu cette chance, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais oui. Déjà physiquement, je sais pas, je tiens ça, merci papa, merci maman, d'avoir une consistance physique avec tout ce que je me suis pris dans le cerveau, on va dire, dans le corps et tout. J'ai vraiment une chance d'avoir un corps qui résiste, vraiment. Et cette lucidité que j'ai toujours eue, c'est vrai. Donc, elle va vous aider à vous connaître parce que, encore une fois, et ça, tous les spécialistes de ce trouble sont unanimes, c'est vraiment la psychothérapie qui est le traitement essentiel des troubles borderline parce que il faut traiter des problèmes de dysrégulation émotionnelle et de comportement dans le contexte relationnel. Donc, vous avez besoin à chaque fois de détricoter tout ce qui vous arrive. Et alors, il faut du temps avec des expériences émotionnelles correctrices. C'est-à-dire que vous allez vivre des expériences et puis vous allez, elles vont corriger pour modifier vos comportements et puis vos souffrances existentielles comme le sentiment de vide et d'ennui. Et donc, à terme, en fait, vous allez devenir votre propre thérapeute. En fait, ça va être ça votre chemin de vie, Sarah. C'est pas de vous battre contre, c'est de vous battre avec, c'est de faire avec. Et de devenir votre propre thérapeute parce que dès que vous allez apprendre de nouvelles compétences pour réguler vos émotions, et à ce moment-là, ce sera moins dramatique pour vous ce qui vous arrivera. Ça ne veut pas dire que ça ne vous arrive plus, mais c'est beaucoup moins dramatique et puis surtout vous savez faire avec. C'est ça. Plus être dans le contrôle de mes émotions et de mon stress. Ouais. Exactement. Plus relativiser. Oui, mais c'est de l'apprentissage. C'est vraiment, vous allez apprendre de nouvelles compétences. Donc parlez-en avec votre psychiatre parce qu'il peut vous conseiller quelqu'un près de chez vous. Et puis petit à petit, et puis rencontrer ces personnes. Vous allez voir ce que ça peut donner. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que vous voyez, j'ai le nom d'une association. Oui. Qui s'appelle l'association d'aide aux personnes avec un état limite. Oui. Voilà, donc j'ai pris quelques témoignages sur internet, mais
Mais j'ai pas d'autres coordonnées. J'ai juste ça. Ouais, mais comme vous, et vous voyez, et on retrouve ça chez toutes les personnes qui ont ce trouble-là. Comme il y a eu des traumas, comme il y a eu des épisodes, traumatiques, de la maltraitance, de la négligence, des circonstances de vie chaotiques. Vous parlez aussi d'agression, enfin de viol. Vous avez tout un parcours. C'est ce parcours-là qu'il va falloir revisiter, mais pour que vous puissiez choisir des comportements avec lesquels vous vous sentiez bien, en fait. Bien sûr, ouais, complètement, bien sûr. C'est pour aller vraiment mieux, quoi. Et c'est vraiment pas évident à gérer, hein, vraiment pas. Non, bien sûr. Parce que je sais qu'il n'y a pas que moi, mais la vie fait qu'on a tous, bien sûr, on a tous notre sac à dos, comme on dit, mais après c'est vrai que j'ai toujours voulu m'en sortir, en fait. C'est je sais pas, j'ai dû avoir ça de ma mère qui est très croyante, et sûrement, alors que moi non, je crois en quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose de très fort, quoi, qui est au-dessus de nous et qui, après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui prient, il y en a qui, vous voyez, il y en a qui se mettent à fond dans le sport. Après, c'est vrai, ça devient même des addictions. Mais moi, c'est que je suis tellement embrouillée aussi, c'est que mon problème, je commence des choses et je les termine pas. Ou alors je suis pleine de bonne volonté, vous voyez, je me dis bon, allez, inscris-toi à des associations, fais ci, fais ça, fais des randonnées, fais ce que tu aimerais faire, quoi. Et en fin de compte, non. Il y a toujours un prétexte au dernier moment, il y a toujours un truc, ce jour-là je suis pas bien, voilà, ce jour-là je suis triste, ça va pas. Ouais, non, c'est vraiment pas évident. Ça monte, ça descend. C'est vraiment comme si vous étiez tout le temps dans une mer hyper agitée, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, il y a Fabienne qui dit, dit Fabienne, comme pour moi, pour une autre maladie, invalidité, elle a le droit à un véhicule qui l'emmène à 1 heure pour aller à un centre à 100%. Peut-être que vous auriez droit à ça. Voir avec votre psychiatre. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que si ça, c'est un problème, voilà. Tout à fait, oui. Alors, un autre auditeur qui dit, oulala, dur l'analyse, j'en fais une pour des raisons moindres, mais aussi des abus, et je trouve ça dur, la psychanalyse, il y a des passages très douloureux, c'est juste mon avis. Oui, je réagis à ce message, parce que c'est vrai que quand on commence à aller regarder ce qui se passe en soi, et qu'on retouche un peu, finalement, aux blessures, c'est pas confortable, mais c'est pour apaiser quelque chose. L'image que je prends souvent, c'est, vous savez, quand on se blesse et qu'on se fait une plaie, il faut désinfecter, ça pique, ça brûle, on enlève le passement, voilà, on renettoie la plaie et ainsi de suite. Voilà, en analyse c'est pareil, on va prendre soin de la plaie, et effectivement il y a des moments où cette plaie est douloureuse, où elle suppure, où il faut nettoyer. Je sais, je connais, j'ai déjà vu un psychanalyste, et après j'ai pas continué parce qu'il partait faire d'autres formations aux États-Unis. Mais là, ma kiné m'a mis en relation une kiné. Je fais des séances aussi, vous savez, de périnéale. Heureusement que je m'en occupe maintenant, parce que je risque d'avoir des complications plus tard de vessie, vous voyez, de descente d'organes. Donc, je vais m'occuper de ce problème de santé aussi, parce que je vous ai pas parlé de tous les problèmes de santé que j'ai aussi, hein. Mais là, c'est pour borderline. On parle de ça ce soir. Et donc, cette kiné m'a parlé d'une psychologue. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, et elle est psychanalyste. D'accord. Mais alors, moi, c'est le conseil que je donne très souvent, Sarah, à cette antenne. Allez la voir. Effectivement, vous savez pas, on sait jamais, surtout dans ces métiers, ce que ça vaut. Faites-vous confiance, prenez un premier rendez-vous, parlez de vous, là, comme vous en parlez, et sentez, vous ressentez, aux réponses qu'elle va vous faire, aux liens que vous allez tisser, vous allez sortir de son cabinet en vous disant, oui,
vraiment là, je sens quelque chose de juste pour moi, ou pas. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et si c'est pas, même si on vous a dit qu'elle était très bien, c'est pas grave. C'est juste que, pas grave, c'est quelquefois je dis c'est comme les rencontres sentimentales. Il faut, on se trouve. Le psy aussi choisit un peu ses patients. Comme par hasard, souvent, tout ça se choisit bien. On se choisit jamais par hasard. Et donc il se passe vraiment un lien très important. Donc à vous d'en voir 1, 2, 3, et puis de trouver quelle est la personne avec laquelle vous allez pouvoir faire ce travail pour vous accompagner. C'est vraiment important. Et quelqu'un qui connaisse bien votre trouble. Voilà. C'est vraiment important, parce que chacun, un peu, forcément, on connaît pas tout. Et vous, vraiment, de travailler sur cet aspect émotion, apprentissage émotionnel, ce qu'on appelle les expériences émotionnelles correctrices, vraiment que vous vous sentiez moins dans le vide et plus pleine, que vous repartiez plus pleine de vous. C'est vraiment l'objectif. C'est ça, tout à fait. Bon, courage à vous, Sarah. Et puis surtout, je sais pas, on regardera avec Corentin. Je mettrai sur la page Facebook si je vous trouve des associations, mais sur le trouble borderline, a priori, il y a plus des études médicales et souvent qui viennent des États-Unis, des travaux. Mais au évidemment, aussi, au Canada. Il y a un centre fantastique au Canada. Vous avez déjà tout repéré, Sarah. Oui. Et faire un stage, c'est envisageable pour vous au Canada? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Si vous arriviez à le financer éventuellement, c'est ça le problème, j'imagine. Ça, c'est toujours. C'est toujours le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Oui, je sais bien. Oui, malheureusement, tout est payant, c'est comme ça. Mais ce serait. Pourquoi pas? On dit jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Vous avez vous pouvez travailler, vous avez un emploi, comment vous vivez ça? J'ai un emploi, oui, j'ai le droit de travailler tant d'heures par mois. Oui. En complément de ma pension, de ma validité, validité, voilà. Et mais par contre, là, j'ai été en arrêt maladie depuis 1 mois et demi parce que je vous dis, je suis dans ma phase, je suis dans ma phase triste, dépressive, pas bien, mes petites rechutes d'alcool, voilà. Donc, je devrais reprendre mon boulot bientôt. Mais j'ai plus envie. Je suis arrivée au bout de ce boulot. Ça fait 5 ans et j'ai plus envie. J'ai plus envie. J'ai même carrément, je vous dis honnêtement, j'ai envie de déménager. J'envisage même carrément de quitter ce bled où j'habite, que je déteste, où je suis pas bien en plus. Bon, ce qui est important, aller justement dans une grande ville, une grande ville où il y a la gare, où j'ai plus besoin de prendre ma voiture parce que j'ai un début de glaucome. Donc aussi j'ai l'angoisse maintenant de prendre la voiture, j'ai peur sur la route. J'ai peur des camions. Enfin, vous voyez, je comprends. Ça prend des proportions maintenant, mais ça me le faisait pas avant. Pas vous mettre en danger, Sarah. Vous pas prendre des décisions hâtives. Vous connaissez un peu maintenant. Donc une décision, bien sûr, mais vous balisez avant le terrain pour vous. Oui. Ça, c'est important, d'accord? Oui, parce que ça va de toute manière, ça va pas être quelque chose de simple. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on fait un déménagement comme ça, qu'on quitte, ça se fait pas comme ça en un coup de baguette magique. Non, c'est sûr. Courage, Sarah. Merci vraiment de nous avoir appelés ce soir. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci de votre voix qui est si chaleureuse. C'est gentil, mais je pense vraiment que vous avez, voyez, de la ressource en vous. Moi, j'entends vraiment beaucoup de finesse, de lucidité, et tout ça, vraiment, c'est constructif pour la personne que vous êtes. Tant mieux, ça me fait plaisir, tant mieux, ça me donne du courage. Bon courage, Sarah, je vous embrasse fort. Moi aussi, courage je vous embrasse. Au revoir. Embrasse toute l'équipe aussi, au revoir. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je suis très content de passer et de pouvoir venir raconter mon histoire ce soir. Oui. Alors, je me lance. Alors, en fait... alors, allons-y, lançons-nous. Alors, en fait, je viens aujourd'hui vous raconter justement une histoire de cœur. Donc, en fait, ça fait maintenant... ça faisait 2 mois que j'étais avec ma copine. Oui. Donc, tout se passait très bien. On s'entendait très bien. Et très récemment, en fait, elle a entendu, de par un ami, tout simplement, que je comptais voter, en fait, Front National. Oui.
Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est issu, on va dire, d'une famille qui est assez gauchisée. Ouais. Donc une famille vraiment de gauche. Ouais. Et ils l'ont qui justement vote à appris, gauche. sa famille l'a appris. Ouais. Et ça a fait beaucoup de problèmes, ça a causé beaucoup de problèmes. On s'est beaucoup disputé à cause de ça. En famille Vu que c'est- ou avec les parents ou vous deux? Non, justement, avec elle. Ouais. Avec elle, mais ça posait des problèmes de par sa famille, en fait. C'est aussi ce qui lui posait problème. C'est que sa famille acceptait pas que je puisse être quelqu'un qui vote Front National. Et ça a mené à une rupture, en fait, tout simplement. Bah, elle a dit, en fait, c'est elle qui vous a quitté en disant que c'était pas possible C'est exactement ça. de sortir C'est avec vous à exactement cause de ça. À cause de ça, ouais. C'est via sa famille qui était sûrement des macronistes. Oui, peu importe. Enfin, le vote, voilà, il est personnel, confidentiel d'ailleurs en France. Hein, on dit pas forcément. Vous savez, j'en ai hein, parlé à des amis, vous savez. Ouais. Quand on vote Front National en général, il y a très peu de gens qui sont fiers, mais moi je suis assez fier de. Voilà, j'ai pas de honte particulière à en parler. Hein. Non, c'est pas ça le sujet, Raphaël. Le sujet, c'est que dans un couple, un jeune couple, enfin voilà, vous avez votre copine. Vous avez quel âge, Raphaël? Moi, j'ai 18 ans. 18 ans, d'accord. Et elle aussi avait pareil. Elle aussi, ouais, c'est ça. D'accord. Bon, voilà, vous êtes tout jeune, vous êtes avec vos convictions, hein, telles qu'elles vont avec votre âge, et on peut tout à fait voter ou avoir des convictions politiques qui vont pas dans le même sens, tout en pourtant se retrouver sur des valeurs. C'est-à-dire surtout quand on est aux extrêmes, comme vous l'êtes et elle semble l'être aussi. Il peut y avoir. Après c'est comment on s'en parle. Si on stigmatise l'autre en disant je peux pas te parler parce que t'es ça. Est-ce que vous êtes ça parce que vous votez ça, ou est-ce que vous êtes plus que ça? Vous êtes bien. Vous n'êtes pas réduit forcément. Donc quel dialogue vous avez eu? En quoi vous voyez voilà vos convictions politiques rentrent dans le dialogue qu'il y a dans votre relation, dans votre couple? Bah, écoutez, comme je vous ai dit, c'est surtout par rapport à ses parents qui étaient, on va dire, de grands macronistes. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été très de droite. J'avais c'était quand j'étais plus jeune, hein, des posters de Jean-Marie Le Pen, notamment dans ma chambre, et elle l'a appris aussi. Vos parents l'étaient aussi, je suppose. Non, pas du tout. Non, non. Mes parents votaient écologie, donc d'accord. Pas très intéressant. Ouais. Et comme je vous le disais, oui, forcément, elle a appris pas mal de choses sur moi qui font qu'aujourd'hui, elle et sa famille, voilà, et c'est son droit. Et c'est son droit. Oui, non, mais ça, c'est son droit. Oui. Ça vient surtout de sa famille, non. Comme je vous le dis, non, mais c'est qu'aussi, on a beaucoup parlé dans mon dos du fait que je touche c'est ça. Ouais. que je touche le RSA. Oui. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires, vous savez, beaucoup d'histoires. C'est ça qui vous a blessé. Oui, c'est ça, mais c'est le fait qu'on me juge pour mes valeurs. Comme attendez, je l'ai dit, le RSA à 18 ans, ça marche pas. Ah, bien sûr, si. C'est 25. Ah non, pas du tout. Ah oui? Ah non, j'ai des preuves. Bon, non, mais ok. C'est oui. 25 ans le RSA. Hein, non. dans la loi. Regardez sur Internet. Écoutez, moi, mes 470 €. Le lendemain des 25. Par hasard. Alors ça s'appelle peut-être pas le RSA alors. 470 € sont là, hein, c'est. Ouais. Mais alors vous avez pas 18 ans? Ah si, absolument. Ouais. Raphaël, en fait, vous aviez envie d'appeler pourquoi? Pour raconter cette histoire-là? Vous avez une question à vous poser? Et justement, montrer l'intolérance des gens de gauche, tout simplement. Oui, mais alors, vous savez, la libre antenne. Alors, Raphaël, je vous arrête. Je vous propose d'appeler d'autres émissions parce qu'en ce moment, des émissions politiques, c'est pas ça qui manque à la radio et à la télévision, et on a besoin effectivement d'auditeurs. Mais dans la libre antenne, là, vous voyez, j'ai absolument rien à vous répondre parce que nous ne sommes pas du tout dans le champ politique dans cette émission. Vous n'allez pas me faire la chancla quand même. La quoi? On va pas en arriver à là. Non, vous n'allez pas me faire la chancla, j'ai dit. Ça veut dire quoi? La tongue.
Attendez. Je sais pas ce que c'est, vous me parlez pas français pour moi. Moi, j'ai l'impression en fait que vous jouez au petit malin et que vous êtes en train, voilà, de nous faire peut-être une blague avec des copains. Il se trouve que on a aussi une équipe de petits malins, Quentin et Corentin, qui vous ont repéré. Et donc voilà, les blagues entre jeunes qui après sont sur les réseaux. Et je le dis pour tous les auditeurs qui voudraient s'amuser à appeler la libre antenne, voilà, pour nous, pas pour nous piéger, mais enfin pour rigoler entre eux. C'est vrai qu'il est 1h moins le quart du matin et donc on picole entre amis et on s'amuse. Et non, parce que j'ai une équipe de jeunes autour de moi qui connaissent toutes les ficelles. Merci Raphaël, vous avez tenté de votre chance. Bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir. Je viens d'écouter un peu. Là. Oui. Bon, c'est des petits plaisantins. Ah oui, comme dit Cathy Sophie, attention aux plaisantins, youtubeurs qui squattent les libres antennes. Ben oui, Cathy, vous avez raison, mais on est très vigilants et Quentin et Corentin le sont et on s'était douté que peut-être Raphaël, voilà. Donc on prend les auditeurs et on voit, nous on n'a pas de, voilà. Mais monsieur, bon, pour moi c'est des petits plaisantins. Voilà. Voilà, le petit plaisantin, on l'a repéré, il n'y a pas de souci avec ça. On va le prendre comme ça. Exactement. Écoutez, bonne soirée. Et puis, on s'est déjà eu au téléphone, on s'est déjà eu dans votre émission. Ouais. Par rapport avec ma fille. Alors, bon, je ne sais pas si c'est vous que j'ai eu ou alors votre collègue. Caroline, oui. Caroline, je ne sais plus, je ne me rappelle pas. Mais je sais que je vous ai eu. Ben voilà. Oui. Mais donc, c'était le fait que ma fille s'était faite avorter il y a 3 semaines. Oui. Et puis que tout le monde était au courant. Ma fille, je suis séparé donc de sa mère et j'ai été le dernier être tenu au courant. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas à vous que j'ai parlé, c'est à votre collègue. Moi, ça me rappelle quelque chose, Jean-Claude. Il me semble que vous m'avez déjà appelé. Il y a 15 jours, 3 semaines, voilà. Ouais. Et puis bon, mais ça me travaille toujours dans la tête, cette histoire-là. Donc j'essayais d'avoir plus d'infos et puis tout ça. Et puis bon, j'ai un collègue là qui est bon, très psychologue qui m'a dit t'inquiète pas, ça, le jour c'est que elle voudra te le dire, ta fille te le dira. Mais je trouvais que comme j'ai dit à un certain moment, c'était une trahison pour ma part pour moi, quoi. Parce que ma fille, ça a été tout, ça a été vraiment. J'étais tout le temps là pour m'en occuper, tout ça. Ouais. Et puis voilà. Et Jean-Claude, est-ce que peut-être, je ne sais pas, vous qui justement la connaissez bien, est-ce qu'elle n'a pas osé vous le dire, elle a préféré garder ça de façon confidentielle, peut-être aussi que elle avait peur, je ne sais pas, de vous choquer, de vous décevoir, de vous faire de la peine. Non, ça peut pas être ça. Non. Non, parce que ma fille, bon, elle a 18 ans, on a une très grande complicité. Oui, tous les deux. mais c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément facilement avec son papa, plus avec sa maman. Hein? C'est ça que je voulais vous dire. Oui, tout à fait. Mais je le reproche pas à ma fille. Hein. Moi, je le reproche à sa mère. Elle aurait dû me dire, m'appeler, me téléphoner. Bon, déjà, le contact avec elle, c'est très, très dur avec sa mère. Hein. Mais je pense qu'elle aurait pu me dire, bon, écoute, il y a un petit souci, on peut voir. Alors, Jean-Claude, ce que je trouve intéressant là, dans le fait que vous rappeliez ce soir, et effectivement, en fait, vous avez eu Caroline il y a 15 jours, qu'est-ce qui fait que vous êtes après l'échange, voilà, que vous avez eu à la libre antenne, vous me dites un ami psy avec qui vous en avez parlé. Avec quoi vous bloquez? Avec quoi vous n'arrivez pas à avancer? Parce que si vous rappelez ce soir, il reste encore quelque chose là qui coince. Oui, alors je vais vous le dire. Ouais. Et c'est un peu tordu, Non, non, pourquoi? Oui. Si, vous allez comprendre. Bon, allons-y. On peut tout entendre ici. Bon, actuellement, j'ai une amie, voilà, qui est en contact avec mon ex-belle-sœur. Oui. D'accord. Donc, qui est la sœur de mon ex-femme, la mère de ma fille. Exact. Voilà.
Donc, professionnellement, elles se sont rencontrées, elles se sont mises en contact parce que bon, elles ont des affinités toutes les deux parce qu'elles ont monté une petite truc de boulot entre eux. Voilà. Et puis, mon ex-belle-sœur lui a dit à mon ami, écoute, il y a un truc qui me pèse au cœur, il faut que je te le dise parce que tu es avec mon ex-beau-frère, il faut que je te le dise. Et c'est elle qui lui a dit, mais je te le dis à toi, mais ne le répète pas. Voilà. Donc, elle a dit, voilà, la fille ma sa fille, voilà, sa fille. Voilà, elle s'est faite avorter. Oui. Mais surtout, ne le répète pas. Alors, voilà. Donc, et votre compagne vous l'a raconté? Elle me l'a dit, mais elle m'a dit, il faut que ça reste entre nous. Mais moi, je ne suis pas du genre à quelqu'un à raconter, à aller au-devant, parce que je ne veux pas mettre les jeunes dans la peine, vous voyez? Vous comprenez? Oui, et donc vous aimeriez en parler à votre fille, maintenant que vous savez, vous n'osez pas, c'est ça? Voilà, alors j'envoie des petits messages comme ça, mais il n'y a personne qui ma fille, elle me répond pas. Et pourquoi vous entendez comment avec sa maman, avec votre ex-femme? Oula, c'est chaud, hein, c'est très tendu. Bon, et alors pourquoi? Alors, écoutez, Jean-Claude, j'ai pas écouté votre échange avec Caroline, je sais pas ce qu'elle vous a dit, mais j'ai l'impression qu'en fait vous êtes toujours peut-être au même endroit. Est-ce que vous pouvez aller voir votre ex-belle-sœur pour lui dire, écoute, tu sais, moi je m'entends très très bien avec ma compagne et on se dit beaucoup de choses. Donc tu lui avais dit de pas le dire, mais on se parle de tout et c'est important pour construire notre couple et notre histoire. Et j'ai besoin d'en reparler avec toi parce que c'est elle qui va vous amener à votre fille sur ce sujet-là. C'est quand même elle qui a parlé. C'est ce que votre collègue m'a proposé. Alors vous voyez, on est raccord même sans se parler, c'est formidable. Alors du coup, si vous rappelez, alors vous avez eu tout pareil, les mêmes réponses. Vous en êtes où, Jean-Claude, dans cette qu'est-ce qui fait que vous rappelez encore ce soir et que vous bloquez là-dessus? Alors c'est qu'il y a quelque chose qui vient de s'égreffer en plus, c'est que bon, j'ai eu moi j'ai fait notamment il y a 4 mois une tentative de suicide parce que j'ai je sais pas si ça avait que j'en ai parlé avec Caroline. Mais, oui, Caroline, je sais pas. Mais donc pourquoi, je ne sais rien, j'ai eu un vide là et puis bon c'est ma fille qui m'a retrouvé entre un petit coma, quoi. Donc je me suis retrouvé aux urgences et donc j'ai passé mieux. Et puis il y a 2 mois, j'ai fait une petite alerte cardiaque. Donc, et je me suis retrouvé aux urgences à Narbonne parce que j'étais du côté de chez mon ami à Capestan. Et bon, j'ai fait tous les examens à Narbonne, tout ça. Et je suis revenu sur Carcassonne, j'habite Carcassonne. Et donc voilà. Et puis j'ai mon ami, on a des projets donc de vivre ensemble, c'est-à-dire que moi je déménage de Carcassonne pour aller à côté de... Oui, je vous coupe, Jean-Claude, parce qu'en fait, votre histoire, moi, je l'ai pas entendue, mais les auditeurs qui sont des fidèles de l'émission 7 jours sur 7 l'ont déjà entendue, vous ont déjà entendu la raconter exactement comme ça, grâce au SMS, je le sais. Donc, merci des réactions par SMS, parce que vous voyez qu'on fait ce travail à plusieurs, et les auditeurs me le disent. Alors, on va avancer un cran plus loin. Il y a Monica qui envoie un message pour dire, Caroline vous a conseillé de profiter de l'oubli de médicaments chez vous pour parler du sujet avec votre fille. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, tout à fait. Et alors? Eh bien, écoutez, bon, moi, déjà, ma fille, comme elle a été suivie psychiatriquement, donc tout s'est caché, le petit livre, il faut les envoyer. Bon, moi, je garde les miens, parce que j'en ai besoin, parce que je suis diabétique et j'ai des problèmes de tension, tout ça. Mais là, de ce côté-là, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas de problème. Avec votre fille? Oui. Ah bon? Eh ben alors, de ce côté-là, alors oui. Mais alors, le truc qu'il y a, c'est que maintenant, moi, je vais me retrouver, je suis en pré-retraite parce que je suis en congé de longue durée.
Donc ça va me durer 3 ans, mais au bout de ces 3 ans-là, il va falloir que je parte parce que avec ma retraite, je ne vais pas pouvoir assumer le pavillon que j'ai. Oui. Donc, voilà, j'ai mon ami qui habite à côté de Béziers. Donc, entre tous les deux, on va pouvoir, si vous voulez, concevoir notre vie. Voilà, et j'ai 62 ans, elle en a 62 ans. Mais maintenant, c'est ça. Le problème, c'est que j'ai annoncé ça à sa mère, et puis ça ne lui plaît pas parce que elle me dit, oui, mais tu vas t'éloigner de ta fille. Alors qu'elle a mais votre fille, elle a 18 ans, votre fille, maintenant. Elle a 18 ans. Oui, d'accord. Alors que je ne pars qu'à 50 km. Donc je serai, que ce soit 10 km ou 50 km, je serai tout le temps présent. Donc voilà. je pense que Jean-Claude, vous allez savoir prendre la décision qui est bonne pour vous, et j'en doute pas, et vous n'avez pas à écouter ça, mais à prendre la décision qui convient, éventuellement d'en parler à votre fille. D'accord ? Ah oui, ça c'est prévu. Ouais. Et Jean-Claude, je vous laisse parce que il nous reste 4 minutes d'émission, accueillir Véronique. On avait lancé un appel à l'antenne pour une information sur les borderline. Donc j'aimerais avoir, Véronique, les 3 minutes qui nous restent de l'émission. Donc merci Jean-Claude de nous avoir appelé. Merci à vous. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Véronique. Oui, bonsoir Sophie. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix, mais je vais faire avec. Oui, c'est gentil déjà de nous appeler. Et voilà, il nous reste quelques minutes, mais je voulais absolument vous avoir. Oui. J'ai pris pour le Sarah. témoignage Oui, en cours, de Sarah. Ça m'a tout de suite frappé parce que ça correspond à mes troubles, effectivement qu'on appelle borderline, et qui peuvent se cumuler avec d'autres types de troubles. En l'occurrence, moi j'ai des troubles alimentaires en parallèle. Mais voilà, moi, ce que je voulais lui dire. Je ne sais pas où elle habite, mais... Alors, elle habite dans le Var. Dans le Var, oui, d'accord. Oui. Alors, peut-être qu'il faut qu'elle se renseigne auprès de son psychiatre. Moi, en l'occurrence, j'habite en région parisienne. Oui. Et en fait, j'ai suivi l'année dernière un groupe thérapeutique à l'hôpital Fernand Vidal. Oui. Ce sont les psychiatres qui dirigent les patients vers cet hôpital pour ce type de groupe. Oui. Et en fait, qui travaillaient sur les schémas de pensée qu'on peut avoir quand on est borderline, sur les pensées automatiques et sur des pensées alternatives qu'on peut essayer de créer pour essayer de gérer les pics émotionnels. Voilà. C'est ça, exactement, d'atténuer les pics émotionnels. Et par ailleurs, en ce moment, au même hôpital, en l'occurrence, je suis un groupe de pleine conscience, de méditation de pleine conscience. Formidable. Qui est évidemment inspiré, comme vous l'avez dit, à d'autres émissions de Christophe André, Bien et sûr. Cette mouvance, et qui est donc adoptée par pas mal de psychiatres. Et ça a un peu le même but, évidemment, c'est d'éviter les rechutes dépressives et de mieux gérer du coup ses émotions en général. Et donc les deux groupes qui sont en l'occurrence dans le même hôpital, mais ça pourrait être ailleurs, se complètent. Oui. Voilà, parce que ça apprend justement à prendre du recul sur ses pensées, sur ses ruminations et sur ses pics d'émotions négatives. Et puis on comprend mieux ces schémas de pensée, par exemple le schéma d'abandon qui est assez commun à beaucoup de borderline. On comprend qu'effectivement il y a eu des événements dans notre vie qui ont conduit à adopter ce genre de schéma. Et du coup, on apprend à prendre du recul par rapport à ça et à comprendre quand on réagit par rapport à ces schémas. Oui. Voilà. Et de les accueillir et de savoir les gérer. Tout à Exactement. fait. Les accueillir parce que sinon, si on les accueille pas, en fait, ils nous envahissent complètement. Et oui. Donc c'est la seule manière de pouvoir atténuer les difficultés émotionnelles, c'est d'accepter et d'accueillir, ce qui n'est pas forcément évident, évidemment. Mais voilà, ce type de groupe permet de se rendre compte un peu de son fonctionnement, des causes profondes, mais aussi d'apprendre à prendre du recul et, comme vous dites, à accepter et vivre avec. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Véronique. J'espère que Sarah était à l'écoute et que ça va l'aider. Vraiment, merci d'avoir apporté votre témoignage. Vous verrez sur la page Facebook de la Libre Antenne, j'ai posté un petit tuto ludique et pédagogique pour la séquence émotion. Allez, je suis désolée, je vous laisse, mais on se retrouve demain, c'est promis, à 23h, il est 1h. Vous
Vous écoutez Europe 1 et je vous laisse en compagnie des passionnantes histoires effrayantes de Christophe Ondelat. Passez une bonne nuit, faites de vos rêves et à demain.